Ce que je voudrais essayer de présenter aujourd'hui, c'est comment est-ce que je peux utiliser deux outils qui sont l'enseignement modulaire et le numérique éducatif dans le but d'une meilleure gestion, notamment de l'hétérogénéité des élèves et de plein d'autres points que nous allons évoquer. Il me semble que ces deux variables sont deux variables opérantes et toujours efficaces pour un mix pédagogique opérant. Je vais m'expliquer un petit peu après. Donc, dans un premier temps, j'aimerais que nous parlions un petit peu de la recherche de la situation idéale d'apprentissage. Évidemment, la quête, me direz-vous, est vaine, mais enfin, elle a le mérite d'exister. Ensuite, j'aimerais qu'on parle un petit peu du choix d'une posture, parce que c'est de ça dont il s'agit essentiellement. Et enfin, de l'élaboration d'une stratégie pédagogique. Et finalement, on essaiera de voir comment est-ce qu'on opérationnalise tous les éléments dont nous allons parler maintenant, très concrètement donc. Dans un premier temps, la recherche donc de la situation idéale d'apprentissage. Je vais être très concret. Cette année, j'ai récupéré des terminales CMS, CAP et CMS, donc des élèves que je n'ai pas eu en première, enfin en seconde. Parmi eux, 3 élèves sont des élèves allophones. Il y a Knarik, qui est une jeune maman qui vient d'accoucher, qui a 22 ans et qui est bon, pardon, je dirais ça, excusez-moi, j'ai un trou. Denim, qui est irakien, qui a 18 ans. Et enfin, Madi, qui lui, qu'on va voir un petit peu ici, pardon, voilà. Qui lui est issu d'Afrique francophone, mais qui a pu profiter finalement d'un diplôme de FLE. Donc il est content ici de nous présenter un petit peu le diplôme de FLE qu'il a pu obtenir. Donc ces 3 élèves sont considérés comme des élèves allophones. J'ai ensuite 3 élèves 10, dyslexiques et dyscalculiques. J'ai dans la foulée un élève particulier qui est polyaddicte et donc dont la scolarité est mise à mal par ses addictions. Enfin, Simtujan, Baptiste et Kylian sont 3 élèves qui sont bien en CAP, mais dont le succès professionnel ne dépend pas du tout du CAP, leurs parents ayant un hôtel sur Lourdes, ça marche bien, grosso modo. Ils nous font bien comprendre qu'ils viennent parce qu'ils veulent bien venir, mais que dans tous les cas, on ne pourra pas les aider. Ils n'ont pas besoin de nous pour avoir un avenir professionnel. Et enfin, parce qu'il ne faut pas les oublier, j'ai quand même 3 bons élèves qui, eux, veulent continuer en bac pro. Mais surtout, le souci, c'est ça. C'est l'absentéisme galopant. Très souvent, on se retrouve avec peu d'élèves, jamais les mêmes élèves. Comment est-ce que je fais dans ce cas-là pour pouvoir leur proposer quelque chose de cohérent pour qu'ils puissent finalement obtenir le CAP? Donc, je me suis posé la question, moi je ne suis pas issu du milieu du commerce et de la vente, donc finalement je me suis posé la question de savoir ce que pouvait être enseigné. Et un chercheur sur Toulouse nous dit que finalement, enseigner, c'est créer une situation optimale d'apprentissage. Je rajoute que, pour nous, cette situation d'apprentissage optimale, elle doit correspondre à des élèves de plus en plus hétérogènes, de plus en plus différents. En somme, je finis par conclure que finalement, enseigner, c'est créer une situation d'apprentissage forcément multiforme. Vous avez vu les caractéristiques des élèves que je vous ai présentés. Des élèves allophones, des élèves dyslexiques, dyscalculiques. Effectivement, on ne peut pas faire fi de toutes ces différences. Le choix d'une posture et d'une stratégie pédagogique. La posture de l'enseignant, c'est là-dessus que je voudrais insister, mais c'est ce qui a été dit un petit peu par la personne précédente. Hein. Je me retrouve finalement dans pas mal de choses qu'elle a pu dire. Ce qu'on voit dans tous les cas, c'est que le savoir n'est plus détenu exclusivement actuellement par l'enseignant. J'en veux pour preuve des sites, des blogs, des chaînes YouTube qui sont montées par des professeurs, par des gens qui peuvent être éminemment compétents et qui peuvent être la ressource de nous autres professeurs, mais aussi des élèves. Donc il y a vraiment un rapport à l'information et au savoir qui est actuellement très différent de ce qu'on a pu connaître d'une manière descendante en fait. Le CAP employé de commerce, le nouveau CAP employé de polyvalent de commerce, il précise les compétences numériques
attendu. Et là, quelque chose d'intéressant. Je vais justement reprendre les trois petits tirets qui figurent dans le référentiel. La recherche et la lecture d'informations dans un système d'information, un outil d'informatique. La collecte et le prélèvement d'informations. Et enfin, l'actualisation des données. J'ai comme dans l'idée, par rapport à ce que nous avons vu ce matin, mais par rapport aux élèves que vous connaissez aussi, j'ai comme dans l'idée que ça va être, je vais appeler ça une métacompétence, c'est-à-dire que c'est une compétence sans laquelle les autres, je ne vais pas dire ne valent rien, mais ne seront pas vraiment opérantes. Pour être professionnel, pour être, comme il disait ce matin, compétent, j'ai quand même dans l'idée que nos élèves du CAP EPC doivent savoir rechercher la bonne information, la lire correctement, la collecter, la prélever et ensuite actualiser les données sur la base de données, sur le système d'information d'une entreprise ou d'une classe. Il me semble que c'est quand même le point le plus important. Enfin, vous l'avez vu hier, mais les entreprises attendent maintenant de nos élèves qu'ils maîtrisent les compétences du 21e siècle. On les appelle soft skills, on les appelle compétences transversales. Il n'empêche qu'avant-hier encore, j'entendais le truc de recrutement, le groupe de recrutement Indeed, expliquer comment il fallait expliquer et écrire sur un CV ces fameuses soft skills. Donc c'est quand même quelque chose qui, à mon sens, est très important. Et si nous formons dans l'enseignement professionnel des élèves je vais dire, opérationnel, je pense que c'est là-dessus que nous pouvons jouer. Enfin, j'ai une lecture du dernier rapport PISA, dont je vous donne ici un extrait. Il y a 3 éléments qui m'ont marqué. Le premier, comme vous le voyez, c'est que finalement, on est l'un des pays où les élèves ressentent avoir le moins de soutien de la part de leurs enseignants dans les apprentissages. De la même façon, on se rend compte que la France est le pays où les élèves déclarent avoir le moins de soutien, avoir le moins de soutien aussi dans la façon de progresser. Et enfin, on se rend compte qu'il y a un élève sur 3 qui déclare penser que leur professeur ne les aide que rarement à apprendre, comme si finalement apprendre était quelque chose d'évident. Le choix maintenant de la posture nous permet de passer à la stratégie pédagogique. Alors, dans un premier temps, je voudrais expliquer ce qui régnait chez moi un petit peu avant qu'on ouvre la réflexion, c'était la stratégie du caddie pédagogique. C'est-à-dire que tous les élèves partaient avec une trace écrite. Tous les élèves avaient la même trace écrite. Tous les élèves avaient leur classeur absolument à jour. Tous les classeurs étaient contenus dans ce caddie pédagogique que vous voyez là, le caddie pédagogique ne quittant pas les 2 salles dans lesquelles ils sont affectés. Ce qui, à mon sens, et vu la typologie des élèves que nous avons vus, est absolument inopérant. L'objet et l'intérêt de la modularisation, mais aussi de l'utilisation du numérique éducatif, c'est qu'on peut s'adapter aux élèves. D'accord ? Et vous allez voir que très facilement, on peut, on verra ça dans le côté opérationnalisation, on peut effectivement, tout en suivant des objectifs communs ou des objectifs, je vais dire, différenciés, on peut finalement s'adapter aux besoins des élèves. Enfin, ce qui me semble intéressant, c'est que l'utilisation du numérique éducatif et de la modularisation, eh bien, ça permet de s'adapter aux évolutions prévisibles du CAP. Et quand je dis prévisibles, elles sont déjà en route. Je pense au CAP en 1 an, 2 ans ou 3 ans, mais je pense aussi à l'école inclusive. Avec l'école inclusive, des élèves nous arrivent qui vont être encore plus différents, avec des besoins encore plus différenciés les uns des autres. La plus-value pédagogique. Le numérique éducatif facilite la modularisation. Vous allez voir que finalement, avec l'utilisation de petits outils très simples, eh bien, on va pouvoir plus facilement modulariser, créer des modules ad hoc, nous allons parler, mais des modules dont vont avoir besoin les élèves à un moment donné.
Il facilite aussi donc la mise en œuvre de la modularisation et de la différenciation pédagogique. C'est-à-dire qu'en utilisant ces outils-là, on peut s'adapter, le professeur peut s'adapter plus facilement aux différences des élèves. Enfin, l'enseignement modulaire favorise la métacompétence. La métacompétence, je vous le rappelle, c'est cette idée de trouver la bonne information, savoir l'exploiter et mettre à jour ensuite, la base de données, le système d'information. Ensuite, l'enseignement modulaire, toujours, il favorise encore, vous allez voir, il facilite aussi la différenciation pédagogique. Ces deux variables permettent, à mon sens, de s'adapter à toutes les situations. Dans tous les cas, cette posture d'accompagnement de la part de l'enseignant permet de corriger aussi le ressenti des élèves, c'est-à-dire quand les élèves dans PISA nous disent qu'ils ne se sentent pas accompagnés, on est bien d'accord que c'est du déclaratif, c'est du ressenti. D'accord ? Eh bien, je pense que en libérant du temps, en mettant les élèves en action, en libérant du temps à l'enseignant, eh bien, en fait, on va pouvoir leur faire ressentir un meilleur accompagnement personnel. On va passer, si vous voulez bien, à la chose peut-être la plus attendue, entre guillemets, c'est peut-être comment on fait l'opérationnalisation. Alors, modulariser dans un premier temps, c'est reclasser les compétences de l'ancien référentiel, du CAP au CMS. On va le voir très concrètement. Hop, c'est créer, finalement, des modules indépendants pour obtenir un menu. Voilà l'exemple concret. On a pris les compétences du référentiel, qui lui à l'époque n'était pas divisé en domaines d'activité tel que va l'être le nouveau CAP. Il n'empêche que on peut créer finalement des modules qui sont indépendants les uns des autres. Et les élèves, ou par groupe d'élèves, peuvent choisir de faire d'une fois sur l'autre, du moins d'une séance, pas d'une séance sur l'autre, mais par bloc de 3 séances, imaginons. Ceux qui ont choisi de faire le module de la réserve, par exemple, ça c'est mauvais exemple, je vous explique pourquoi. Pardon. La gestion des stocks, eh bien en fait, ils vont partir pour environ, imaginons, 3 thèmes. 3 thèmes, c'est peut-être 3 séances ou pas. Ça va dépendre en fait du rythme à laquelle ils vont évoluer. Dans tous les cas, vu que c'est modularisé, vu qu'ils l'ont choisi, vu qu'on met à leur disposition les ressources à eux et à personne d'autre, que ce soit des ressources en papier ou que ce soit des ressources sur Internet, eh bien en fait, ils vont pouvoir travailler à leur rythme. J'aimerais, pour expliquer tout ça, vous faire voir ce petit prési que j'ai fait il y a quelques années, qui manifestement est flou. Enfin, vous allez voir, certains éléments sont flous, mais je suis là, on va pouvoir en parler un petit peu après si vous voulez. L'enseignement modulaire en lycée professionnel. Le référentiel. Le travail de départ, en fait, c'est de réorganiser le référentiel pour construire des modules indépendants. Nous avons donc déstructuré le référentiel, regroupé les compétences et composé des modules indépendants. Les modules, comme je le disais, sont absolument indépendants, c'est-à-dire que chacun ne nécessite aucun prérequis. Par contre, chacun d'entre eux est construit de façon à proposer une suite de thèmes à aborder et à réaliser dans l'ordre proposé. L'intérêt, c'est que ce sont les élèves qui organisent leur formation. Ils choisissent le module par lequel ils veulent commencer. Tous les élèves, donc, ne travaillent pas sur le même thème pendant l'heure. Les élèves travaillent par petits groupes. Ils savent à chaque séance ce qu'ils doivent faire, puisque c'est eux qui l'ont décidé. Et à l'issue de chaque séance, ils construisent une synthèse. Un blog est à leur disposition sur lequel ils peuvent retrouver une synthèse papier qu'ils peuvent imprimer, une synthèse orale ou podcast qu'ils peuvent télécharger sur leur téléphone ou leur MP3, des exercices interactifs s'ils veulent s'entraîner. Depuis peu, les élèves peuvent aussi retrouver sur le blog des MOOC, c'est-à-dire des mini-synthèses sous forme de capsules vidéo, disponibles en téléchargement ou en streaming, c'est-à-dire qu'ils peuvent les regarder sur place et les utiliser sur place, ou bien les télécharger et les emporter chez eux. L'évaluation est un point important de notre dispositif. Les élèves choisissent quand ils veulent être évalués. L'évaluation, elle, est par contre individuelle. Mais chaque élève peut, quand il le souhaite, s'auto-évaluer grâce aux exercices interactifs sur le blog. L'hétérogénéité est un point important de nos classes, et en fait, on s'est rendu compte que ce mode de fonctionnement nous a permis de mieux gérer l'hétérogénéité des élèves. En effet, chaque groupe avance à son rythme et peut utiliser des ressources numériques quand il a fini les activités papier. Les élèves sont au centre de notre dispositif.
Les élèves sont tout d'abord acteurs. Acteurs de leur formation, puisqu'ils choisissent leur progression. Acteurs de leur savoir, puisqu'ils écrivent leur synthèse et enregistrent eux-mêmes le podcast. Et enfin, acteurs pendant les séances, puisqu'ils choisissent les exercices et le moment de leur évaluation. Les élèves sont aussi autonomes dans le choix de leur activité et le moment de leur évaluation, autonomes dans le choix de leur support d'apprentissage, autonomes en classe et non plus passifs, puisqu'ils ont choisi leur activité. En conclusion, nous dirions que notre dispositif est facilitant, puisqu'il facilite l'apprentissage des élèves, mémoire, kinesthésie, cognitive et visuelle, toutes les trois sont travaillées, ainsi que la création de sens, puisque ce sont eux qui choisissent les thèmes abordés. Enfin, ça facilite la gestion de classe, c'est-à-dire ça diminue l'inertie des élèves, ça favorise leur autonomie, les élèves sont donc plus actifs en classe. Voilà, je vous remercie. Voilà, je pense que c'est assez clair sur la question de la modularisation. Comment est-ce qu'on fait pour modulariser finalement un programme ou un référentiel? L'enseignement modulaire en lycée professionnel. Voilà, l'opérationnalisation donc. Le nouveau référentiel. Alors le nouveau référentiel, organisé de cette façon, permet assez facilement finalement de proposer des modules ad hoc. Je veux dire, je reprends un petit peu le propos de l'intervenant de ce matin. Selon le contexte de l'élève, de la classe, le contexte professionnel, est-ce qu'il a un projet particulier? Est-ce que nous-mêmes, nous avons des projets particuliers par rapport à une classe où nous vivons une situation particulière? Eh bien, à partir de là, le nouveau référentiel nous permet de créer des modules ad hoc. Il nous permet de créer aussi des modules transversaux, c'est-à-dire qu'effectivement, les domaines de compétences sont bien définis. Simplement, ce qui peut être intéressant, à mon sens, c'est qu'avec les élèves que nous avons, nous pouvons, compte tenu encore une fois des contextes et des objectifs, créer des modules en piochant finalement à travers les 3 domaines de compétences du référentiel pour pouvoir créer un module qui fasse sens. Pas in abstracto, mais qui fasse sens pour nos élèves, très précisément une classe particulière. Pardon. Enfin, je voudrais dire que, effectivement, encore une fois, ces nouvelles modalités du CAP, que ce soit le 1 an, 2 ans, 3 ans, que ce soit l'école inclusive, mais allons un petit peu plus loin, dans quelle mesure nous n'aurons bientôt, peut-être pas, dans certaines classes, des élèves envoyés par des professionnels, par exemple, pour avoir un complément de formation sur tel ou tel point, eh bien, dans quelle mesure nous pouvons être capables de former des modules qui correspondent aux attentes de l'examen, bien sûr, mais aussi des entreprises. Je voudrais donc venir maintenant sur la question du numérique éducatif, une fois qu'on a vu la modularisation. Et là, je tiens à préciser quelque chose d'important. Il ne s'agit pas d'utiliser des TIS pour utiliser des TIS ou du numérique. Il s'agit bien de procéder à une analyse et d'utiliser un outil qui nous semble correspondre à un problème donné et à une intention pédagogique particulière. Sinon, on n'aura pas l'occasion de voir une réelle valeur ajoutée à l'utilisation des TIS. Donc, qu'il s'agisse d'un blog, comme vous l'avez vu au départ, j'utilisais un blog, que ce soit un site web, que ce soit le NT ou que ce soit une appli, dans tous les cas, l'idée, c'est de centraliser, alors là, comme le cas des pédagogiques, on centralise l'information, mais on la rend aussi disponible. Ce qui est très intéressant maintenant, c'est que les élèves peuvent très facilement avoir accès sur leur téléphone, mais aussi sur n'importe quelle tablette, par exemple, peuvent avoir accès à toutes les données qu'on a mis en place pour eux. Donc on a réussi à centraliser et à rendre disponible. Enfin, que ce soit un Prési, un Geniali ou des Learning Apps, l'efficacité, on va privilégier l'efficacité et pas la mode. On connaît tous dans nos classes, oui, effectivement, il y a une nouvelle appli qui est par exemple poussée en avant, on la trouve géniale et on va utiliser que celle-là. Non. Je pense qu'on va essayer, il y a un effet de mode qui est toujours malheureusement très fort. Mais vu la pléthore d'applications qui existent, je pense que ça vaut le coup d'essayer de rechercher un petit peu celle qui nous permettra d'atteindre nos propres objectifs. Même si elle est plus vieille, c'est pas la toute dernière, mais c'est celle qui marche le mieux dans ces conditions-là. Je pense que c'est quelque chose de très très important. Enfin, les applis changent, mais la démarche reste la même. Il s'agit d'individualiser les ressources, de les centraliser
et d'aider les élèves à maîtriser cette fameuse métacompétence, c'est-à-dire, encore une fois, de se repérer dans la masse d'informations, de trouver la bonne information, de l'utiliser, de mettre à jour finalement les informations existantes. Concrètement, chez nous, depuis quelques années, le choix d'établissement a été fait pour utiliser la suite Google Éducation. Bon, c'est Google Classroom, on pourra en parler, il y a des choses bien, des choses moins bien, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, ce qui se propose avec ça, c'est que chaque élève et chaque professeur a un accès particulier. Par exemple, j'arrive, moi, si je me connecte, j'arrive sur cet élément-là, c'est-à-dire différents cours, d'accord, que je peux animer. Les élèves sont invités dans chaque cours et peuvent profiter en fait, de ce qu'il y a à l'intérieur. Imaginons un TESMS. Les TESMS arrivent sur leur rubrique, donc ils peuvent choisir. Hein. Alors, les élèves ont plusieurs matières, pas que des matières professionnelles. Ils choisissent, par exemple, ici, et en fait, on se rend compte qu'à chaque fois, je mets plusieurs petits postes. C'est-à-dire à chaque nouvelle leçon, ou à chaque nouveau point intéressant. Ça peut être une leçon, ça peut être une activité, ça peut être peut-être une ressource quand ils partent en stage, en PFMP, pardon, mais ça peut être, voilà, ça peut être beaucoup de choses différentes. Dans tous les cas, poum, ils cliquent sur le poste, ils vont trouver des éléments de cours, des écrits, mais vous voyez aussi de la vidéo, du son, et ça très facilement. Ce qui est très intéressant, c'est que là c'est quelque chose de commun, mais c'est que je peux envoyer très facilement à n'importe quel élève des supports différents. Et le truc le plus important pour moi, c'est qu'à ce moment-là, les élèves ne sont pas au courant qu'ils ont des choses différentes. Certains élèves, quand on simplifie un texte en format papier et qu'ils travaillent en groupe, se sentaient stigmatisés. Là, pas de problème. Ils ont chacun leur ressource, une ressource qui leur est adaptée. Alors, je voudrais évoquer maintenant la question de l'évaluation. Et je voudrais préciser que, attendu qu'on a utilisé un enseignement différencié, est-ce que je peux utiliser un support unique pour évaluer tous ces élèves? Mais j'en ai pas l'impression. Alors vous allez sans doute me dire pourquoi, comment, on va pouvoir en discuter, hein. Mais j'ai l'impression que c'est une double peine pour un élève allophone, par exemple, que d'utiliser, ou pour un élève dyslexique, que d'utiliser le même outil papier, par exemple, ou un texte, alors que les compétences développées par le référentiel, par exemple, ou évaluées par le référentiel, sont totalement atteignables par lui-même. Donc voilà, ce que je voudrais dire, ou finir sur je ne sais pas comment m'exprimer, mais enfin, j'ai quand même l'impression que si on différencie au niveau de l'enseignement, on est censé, je pense, différencier au niveau de l'évaluation. Concrètement, voilà ce que ça peut donner. Pour mes élèves allophones, je peux leur faire parvenir rapidement un extrait sur le site de RFI, le journal en français facile, parce qu'on n'a pas la radio, on n'a pas cette radio en région toujours. Alors en l'occurrence, je peux très bien les aider à choisir un document qui figure dans la banque de données du journal en français facile. D'accord? Pour mes élèves 10, qui sont dyslexiques notamment, je choisis, ou je les aide à choisir un texte, ils ont choisi un texte, ou je choisis, peu importe. Et le mieux, c'est que je les accompagne d'ailleurs, dans ce choix, et surtout après, je leur mets ce texte à travers, en ligne, soit sur un site web, soit sur une petite appli, mais il y a beaucoup de choses qui existent maintenant, et qui permettent finalement d'avoir un synthétiseur de voix qui va lire le texte. Ce qui est d'autant plus intéressant pour moi, c'est que ce synthétiseur de voix, à partir de là, eux, ils vont pouvoir choisir la vitesse de lecture. Parfois, ils ont besoin de plus ou de moins, ça va dépendre de leur niveau ou de leurs besoins, tout simplement. Donc voilà, ce qui me semble intéressant, c'est que là, on arrive à, j'ai l'impression, gommer quelques inégalités. On va effectivement, là je pense par rapport à l'éco droit, sur la fiche de CCF d'éco droit, actuelle du moins, pour la prochaine ça n'a plus de sens, mais enfin pour le nouveau référentiel ça n'a peut-être plus de sens, mais enfin la démarche reste la même. Donc j'ai l'impression qu'on arrive à évaluer les mêmes compétences, les compétences demandées par le référentiel ou par l'examen, de manière plus juste finalement. En conclusion,
Je dirais tout d'abord que l'enseignement modulaire et le numérique éducatif, ce sont bien deux variables qui permettent de s'adapter à toutes les situations pédagogiques. Je vais vous expliquer ça, on va voir un petit film un petit peu après en conclusion. Il y a 4-5 ans, mes élèves de CAP étaient des élèves, le plus souvent c'était des enfants, hein, comme certains l'ont décrit parfois, des élèves de 14 ans, un peu foufou, avec leurs propres recherches, entre guillemets, mais qui sont très différentes, leurs propres problématiques, mais qui sont très différentes des élèves que je vous ai présentés, c'est-à-dire des élèves adultes. Ma maman arménienne de 22 ans, je peux pas lui enseigner exactement de la même façon qu'à une gamine dyslexique de Lourdes qui a 16 ans. C'est juste pas possible, je ne peux pas le faire de la même façon. Alors, ce qui me semble très intéressant aussi, parce que si nous visons l'obtention du diplôme en CAP, on vise aussi l'employabilité. Il me semble quand même très intéressant de dire que cette métacompétence, cette compétence sans laquelle les compétences, toutes les autres compétences n'ont pas de sens, ou du moins ne seront pas aussi opérationnelles, et bien en fait, ces deux outils que sont la modularisation et l'utilisation du numérique éducatif nous permet de travailler ça. Ensuite, je vais dire que la différenciation et l'accompagnement pédagogique sont effectivement facilités par l'utilisation, encore une fois, de ces deux variables. Elles amélioreront définitivement aussi le ressenti des élèves, notamment celui qui est exprimé dans PISA. Enfin, je pense que, là encore une fois, l'école inclusive, c'est quelque chose de fort, et je pense qu'on va avoir là deux outils qui vont nous permettre de faciliter le travail de l'enseignant. En conclusion définitive, je dirais que l'enseignement modulaire et le numérique éducatif sont deux composantes essentielles d'un mix pédagogique opérant. Je veux dire par là que oui, si on met un peu plus de numérique, un peu plus de modularisation, si on change les modules et qu'on les adapte définitivement aux élèves ou à leurs besoins, eh bien en fait, ces situations-là, ces deux outils-là, nous permettent tout le temps d'atteindre un objectif qui est de mettre en action les élèves et d'arriver à leur faire acquérir des compétences. Voilà. Si vous voulez bien, on va essayer de regarder la petite vidéo qui témoigne plutôt des élèves. C'est celui-là. Vous allez, comme d'habitude, vous allez sortir les menus. On va faire le point sur là où vous êtes resté par rapport à ce que vous aviez choisi, est-ce qu'on avait validé, ce qu'on n'avait pas validé. Et à partir du menu que vous avez choisi, on va recommencer et vous allez pouvoir partir. Oui, c'est ça. Alors regarde, voyons. J'ai retravaillé le référentiel en différents modules afin qu'ils puissent choisir un ou l'autre des modules selon l'envie qu'ils avaient à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on avait validé pour votre groupe ici? Tout a été validé. Validé. Tout a été validé en acquis en plus, donc c'est parfait. D'accord? Au final, on va essayer aussi que vous repartiez sur, peut-être même après une première activité, que vous fassiez une mini-synthèse sous Learning Apps peut-être. Okay. D'accord? Ça marche? Ouais. Je vous laisse commencer à bosser. Voilà, ça, il faudra attaquer ça, mais avant d'attaquer ça, moi j'aimerais bien que là-dessus, sur lequel vous étiez resté, on puisse peut-être soit faire un prési, soit créer un jeu sur Learning Apps. Alors là, vous pouvez même, si vous voulez, vous servir des deux synthèses qu'on avait réalisées déjà sur les deux chapitres. Vous pouvez vous servir des synthèses si vous voulez, pour pouvoir être sûr de ce que vous allez mettre sur le prési. Avec les bacs pro commerce, l'expérimentation marche bien. On a commencé par prendre soit ce qui nous intéressait, soit sur ce qu'on avait des facilités, soit justement prendre ce qu'on aimait le moins dans les parties des sommaires, pour justement faire le plus compliqué d'abord. Et pour après que ce soit plus simple de faire, pour la fin d'année, faire ce qu'on comprenait déjà en quelque sorte. Ils ont aussi compris pourquoi ils faisaient ça, dans quel but, et ils arrivent même à faire la transposition avec le métier auquel ils se destinent. En travaillant de cette manière, on a plus de facilité à s'ouvrir aux autres aussi, ce qui va quand même nous aider pour le commerce ou plus. Et quand par exemple on vise un métier plus spécifique, par exemple le marketing ou autre, on nous aide à avoir plus confiance en nous. Donc logiquement, si cette façon de travailler
nous fait évoluer, vu qu'on travaille plus facilement. Et on parle plus facilement aux autres. Chaque groupe choisit un thème et on travaille sur le thème. Et une fois qu'on a travaillé sur le thème, on va voir le professeur. Il nous explique les erreurs qu'on a fait et ensuite on les corrige et on passe à notre thème. J'ai mis un flashcode. Tiens, va sur le site sur lequel tu étais et tu vas voir un flashcode. Pour travailler sur les différents types de mémoire, on a mis en place des podcasts, on a mis en place, donc pour la mémoire auditive, j'ai fait des espèces de précis, de mini-vidéos pour qu'ils puissent travailler la mémoire visuelle sur une synthèse d'un cours qu'ils auraient mené. Et puis ensuite, il m'est venu l'idée que pour travailler la mémoire kinesthésique, c'était bien qu'ils fassent les choses. Donc ils ont fait leur propre synthèse et ils ont fait plusieurs exercices, ils ont fait des choses. Et sans qu'ils s'en rendent compte, ça m'a permis de voir qu'ils retiennent plus facilement comme ça. Notre professeur a mis en place un blog pour nous. Il l'a créé l'année dernière exprès pour notre classe et pour des CAP aussi. On met en place des synthèses qu'il nous met sur son blog, donc on va les travailler. On travaille toujours en autonomie. Je pense que l'autonomie que j'ai laissée au CAP d'emblée, elle a été trop grande, trop lourde et qu'il fallait un peu plus les accompagner. Donc c'est ce que je fais maintenant. J'essaie de faire en sorte de les accompagner un petit peu plus, de guider un peu plus leur autonomie, leur activité. Au niveau des bacs, au niveau de la classe de bac, ça s'est par contre très bien passé. Et c'est vrai que ils sont beaucoup plus emparés du système. C'est argent, regarde. Attends, mais faites-moi écouter. S'il te plaît.